Alors, bonjour à toutes et à tous, et merci de votre invitation à participer à cette journée. Alors, je vous propose de faire cette intervention autour de cette question des utilités des centres d'information et d'orientation, que je prendrai avec une dimension un peu historique, un peu sommaire, hein. Je m'en excuse par avance aux historiens présents et qui interviendront, je crois, cet après-midi. Euh, donc, cette interrogation, à mon sens, elle est quand même extrêmement préoccupante parce que quand on lit les derniers rapports, notamment les trois derniers, celui de Charvet, celui de Lunier et celui concernant la territorialisation des politiques de l'éducation nationale, ce qu'on peut constater, c'est que dans les bilans le CIO figure bien et largement. Par contre, il est totalement absent des préconisations. Alors, la question de l'utilité, moi, je la rattache directement à celle de l'existence, hein. C'est-à-dire que les utilités dont je parle, ce sont les utilités qui sont définies par l'État, donc qui définissent l'existence même de l'organisme, qui justifie son existence. Bien. Alors, je vais le faire autour d'une typologie un peu sommaire que j'ai bricolée, mais enfin, ça permet d'organiser un peu les choses. Euh, alors, il y a ce que j'appelle les utilités publiques. Alors, les utilités publiques, elles sont directement attachées à une politique publique, hein, de manière explicite. Ensuite, il y a des utilités que j'appelle fonctionnelles. Alors ça, c'est l'idée que finalement, un organisme s'est pris dans un système et donc dans ce système, il a une fonction utile à ce système dans son fonctionnement même. Et puis, troisième type d'utilité, les opportunités opportunistes. Bon, c'est un peu bricolé, mais enfin, c'est l'idée que, au fond, avec le temps, il y a de nouveaux contextes qui se développent et que donc il y a aussi de nouvelles utilités possibles qui apparaissent avec, avec ces évolutions. Alors, je commence par donc les utilités publiques qui sont fondatrices d'un centre. Alors, quand je dis d'un centre, c'est-à-dire qu'en fait, je vais suivre la série historique des créations des trois centres d'orientation en France, bon, qui se sont succédés et qui ont incorporé au fur et à mesure les utilités du centre précédent et ses contraintes, hein, les architectures, les modes de fonctionnement, tout ça s'est passé de l'un à l'autre. Euh, donc, le premier centre qui apparaît, c'est le centre d'OP. Alors, ça apparaît grosso modo après après la guerre de 14, autour de la question de la formation professionnelle des enfants, des jeunes sortant du primaire. Euh, donc là, assez rapidement, se met en place la question de l'avis d'orientation, c'est-à-dire l'idée que pour signer un contrat d'apprentissage, il faut obtenir un avis d'orientation. Et donc, on attribue au centre d'OP cette responsabilité de distribuer, entre guillemets, ces avis d'orientation, qui sont donc nécessaires pour signer un contrat. Alors là, très vite, je vais aller très vite à la fin, c'est-à-dire que finalement, cet avis, il est supprimé en 87. Deuxième centre, c'est le centre d'OSP, centre d'orientation scolaire et professionnelle. Alors, donc, on est en 59, réforme Berthoin, c'est la réforme qui, on va dire sommairement, organise le système, hein, c'est-à-dire on a le primaire qui succède au secondaire, mais aussi on a l'intégration de toutes les formations professionnelles scolarisées. Et comme les personnels d'orientation appartiennent à ce grand service de l'orientation
de la formation technique, comme on disait à l'époque, eh bien, tout ça, ça bascule dans l'éducation nationale, à proprement parler. Et donc, les centres d'OP deviennent des centres d'OSP. Et alors, leur fonction, ça va être en fait essentiellement de s'occuper du placement et du recrutement dans dans l'enseignement professionnel. Parce qu'à l'époque, la sortie, entre guillemets, du système secondaire vers le professionnel n'est absolument pas organisée et c'est une affaire individuelle. Chacun, entre guillemets, se débrouille. Donc, en fait, les centres s'occupent de cette organisation et de cette connexion avec les établissements professionnels. Alors ça va en fait se transformer en soi à partir de 71 parce que en 71, on met en place en fait la notion d'affectation. C'est-à-dire en fait que cette question de, on va dire, l'inscription, pour faire simple, ou du recrutement dans la formation professionnelle, ça devient une affaire administrative, dont la responsabilité est donnée à l'inspecteur d'académie et non plus au CIO. Et les inspections académiques ont quand même continué à utiliser les CIO, notamment on va mettre en place des foires aux dossiers, c'est-à-dire qu'on réunit au CIO tous les dossiers d'un district et les chefs d'établissement sont réunis pour venir faire leur collecte. Bon, mais petit à petit, il y a l'informatisation qui se développe et donc à la fin des années 80, quasiment, on met en place des systèmes qui vont automatiser en fait tout ce travail d'affectation et donc aujourd'hui, cette affectation est totalement automatisée, ne passe plus du tout par les CIO. Alors, les CIO, eux, ils apparaissent en 71. Alors, il faut dire qu'ils apparaissent dans un contexte où, en fait, on réorganise l'ensemble des services d'orientation, du ministère jusqu'au territoire. Et alors, il y a deux éléments qu'il faut bien repérer dans cette réorganisation, c'est que d'une part, les différentes unités, en fait, sont placées dans une posture de conseil technique, et pas du tout dans une posture d'action, de décision de politique. Le CAIO, chef du service académique d'information et d'orientation, c'est un conseiller technique du recteur. De la même manière que le bureau de l'information et de l'orientation n'a simplement qu'une fonction de conseil auprès du ministre. Ça, donc, à tous les étages. Mais il y a une deuxième particularité aussi très importante, c'est qu'en fait, ces différentes unités, ces différents étages, il n'y a aucun lien de hiérarchie directe. Ce qui fait que finalement, on se trouve dans un système qui n'est pas piloté, ni pilotable d'ailleurs. Alors, donc dans ce contexte, il y a un décret, celui de 71, qui donc institue les centres d'information et d'orientation. Et alors, ce décret, il est organisé autour de 3 unités, très très bien définies d'ailleurs, et dans un certain ordre, ce qui est peut-être pas neutre. Alors, première utilité qui est formulée, c'est qu'il s'agit de services d'aide ouverts au public. Alors, cette question de l'ouverture, déjà, ça peut poser quelques problèmes par rapport au fonctionnement antérieur des COSP. Les COSP fonctionnent en fait sur le modèle convocation. Alors que là, on demande au CIO d'être ouvert au public. Donc là, ça pose quelques problèmes. Deuxième élément, on crée, comme c'est un service qui est pour le public, on crée en fait de plus en plus de CIO, de manière à ce qu'il y ait un CIO par district, et donc d'une certaine manière, on peut dire que ce sont des services de proximité qui sont créés. Et alors ça, cette notion de proximité, on peut penser quand même qu'elle est un peu en difficulté aujourd'hui avec la nouvelle carte des CIO, qui fait que, bon, grosso modo, on a perdu la moitié des
SCIO depuis les années 80, et que donc les territoires deviennent de plus en plus larges, et donc sans doute que dans certains endroits, parler de proximité, c'est un peu difficile. Alors, ce service, qu'est-ce qu'il rend comme service? Alors, il y a deux services qui sont explicitement aussi décrits, l'information et le conseil. Alors, l'information, c'est quand même du matériel. L'information, c'est du papier, c'est des documents, c'est des livres. Tout ça, il faut les classer, les organiser, les mettre à disposition, les mettre à jour. Bon. Donc, le ministère crée une nomenclature qui va permettre d'organiser tout ça. Et donc, ça va être ce que l'on a appelé la doc centrale, la documentation centrale qui se trouve en général près du secrétariat et qui n'est donc pas accessible directement au public. Il faut passer en fait par un entretien avec un conseiller pour pouvoir accéder à l'information. Alors, au début des années 80, l'ONISEP, qui a été créé aussi en 71, va élaborer un nouveau concept, le concept d'autodoc, d'autodocumentation. D'abord en direction d'ailleurs des établissements, parce que c'était prévu pour les CDI, et puis à la demande générale, comme on dit, finalement, il propose un dispositif beaucoup plus important d'ailleurs vers les CIO. Mais là, le problème, ça va être un problème vraiment architectural. Parce que les COSP, donc sur le modèle réception, finalement, ce qu'il y a à l'entrée du CIO physiquement, c'est une petite salle d'accueil. Pas possible d'y installer cet énorme autodoc. Donc, dans beaucoup de CIO, la question, ça va être, mais où mettre cette fameuse autodoc? Et donc, ça va poser vraiment beaucoup de problèmes pendant plusieurs années. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de stages autour de cette question dans des CIO, aussi bien à la Versailles qu'à Paris. Et petit à petit, et lié quand même à cette question-là, parce que c'est la question aussi précédente, est-ce que le public peut être capable d'avoir accès direct à de l'information? Ça, c'est toute une question que l'on voit aussi, qu'on a vu refleurir aussi, même avec l'accès au web. Hein. Bon. Alors, petit à petit, cette information, donc, elle se dématérialise. Bon, et aujourd'hui, finalement, d'abord, le CIO n'est plus un support matériel de cette information. N'importe qui peut avoir accès à l'information de n'importe où. Et il n'est plus, entre guillemets, chargé d'organiser cette information. Il y a des tas de plateformes qui se développent à droite et à gauche pour organiser cette fameuse information, et chacun essaye d'organiser ce qui est organisé par l'autre, ainsi de suite. Bon. Alors, le conseil. Bon, architecturalement, ça ne pose pas de problème, parce que ça se passe dans un bureau, il y avait des bureaux dans les OSP, donc là, la question, elle ne se pose pas. Le seul petit bémol éventuellement, c'est que quand même, dans le modèle COSP, le conseiller n'est pas un conseiller, c'est un examinateur, essentiellement dans sa posture. Et là, il devient effectivement un conseiller, donc il y a pu y avoir quelques problèmes autour de ça. Mais le grand problème quand même aujourd'hui, c'est que la notion de conseil, elle rentre dans une concurrence absolument générale, parce qu'on a une concurrence externe. Alors, le privé, les associations qui proposent des tas d'offres de services dans ce domaine, et puis même en interne, c'est-à-dire dans les établissements, en fait, le ministère a développé de plus en plus la politique concernant en fait les enseignants. C'est-à-dire que c'est aux enseignants essentiellement de conseiller, accompagner, comme on dit aujourd'hui, les élèves. Donc, double concurrence en quelque sorte de cette notion de conseil, il n'y a plus de monopole. Alors, deuxième utilité dans ce décret, c'est la régulation locale des établissements. Alors, c'est l'idée que donc, le CIO se trouve sur un territoire relativement réduit, avec un petit nombre d'établissements. Il est donc en capacité de récolter, on va dire, des documents, des informations sur le fonctionnement des établissements, et donc par un travail
d'élaboration, de comparaison et de retour vers les établissements, eh bien, les chefs d'établissement pourront comme ça améliorer le pilotage de leur établissement. Bon. Alors, ce travail-là, il a été largement fait par les directeurs de CIO, à mon avis, très, très peu par les personnels d'orientation, par les conseillers. C'est vraiment la fonction du directeur essentiellement. Là, il y a une disjonction dans l'activité. Et puis, les directeurs, pour faire ce travail, sont intégrés dans les commissions de district, pas les conseillers d'orientation non plus. Bon, et alors, quand on regarde l'évolution, bon, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus de mutualisation que de régulation. Mutualisation, ça permet de mettre à distance la question du pouvoir et de l'action sur l'autre. Bon. Et puis, surtout, avec donc, cette fameuse carte des CIO, il y a quand même, je crois, beaucoup de directeurs qui se retrouvent en fait dans plusieurs bassins et que je pense que quand même donc cette activité doit commencer à être un peu difficile à être réalisée dans le réel, comme on dit. Bon. Alors, troisième utilité, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'elle apparaisse qu'en troisième position, c'est la notion d'intervention en établissement. Alors, ça, il faut la remettre dans la perspective aussi de l'époque, c'est-à-dire ce qui se passe en COSP. Au fond, à l'époque, le directeur, c'est l'organisateur du travail. C'est lui qui donne l'emploi du temps à ses collègues le lundi matin. On part la plupart du temps en groupe, en équipé, pour aller travailler tous ensemble sur un établissement pour faire passer les tests en batterie. Donc, c'est vraiment le directeur qui est l'organisateur du travail. Bon, à partir de 68, mais ça va pas être immédiatement, petit à petit se développe en fait un autre modèle, qui est le modèle, bon, je crois que l'on connaît aujourd'hui, qui est le modèle par secteur. C'est-à-dire chaque conseiller se trouve attribuer le travail d'un certain nombre d'établissements, en plus du travail en CIO. Voilà. Une remarque d'ailleurs, c'est que ce changement, entre guillemets, de modèle de fonctionnement n'a été décidé nulle part. C'est-à-dire c'est un modèle interne de fonctionnement des CIO qui s'est mis en place petit à petit, mais il n'a aucun support administratif. Un conseiller n'est pas le conseiller d'un établissement. C'est le directeur de CIO qui lui attribue l'établissement. Il n'y a pas de rapport administratif entre les deux. Bon. Alors, dans le développement de ce type d'activité, et étant entendu qu'en même temps, le ministère développe, je vais le voir tout à l'heure, de plus en plus, en fait, le développement de projets d'établissement, c'est-à-dire d'une forme d'individualisation, d'autonomie de chaque établissement, donc de différenciation du fonctionnement de chaque établissement, eh bien, il me semble que le travail du conseiller se fait de moins en moins en référence à une politique du CIO et sûrement beaucoup plus par rapport à la définition du projet de son ou de ses établissements. Là, il y a un basculement de points de repère, me semble-t-il. Un exemple que je peux donner, c'est la notion de dossier. Par exemple, les dossiers d'élèves qui ont été donc mis en place avec le fonctionnement, qui étaient issus d'ailleurs des COSP, c'est-à-dire vraiment une organisation administrative des dossiers des élèves, des dossiers cartons imprimés, payés par le rectorat, qu'il faut coder, administrer, classer, ainsi de suite. Et donc, il faut surtout alimenter. Finalement, tout le travail des conseillers était lié à l'alimentation de ces dossiers. Bon, finalement, ce travail-là a disparu petit à petit. Chacun a fait son dossier pour ses élèves à lui. Et surtout aujourd'hui, on voit que dans les établissements se développe
des plateformes, ou des applications, par exemple Pronote, qui a l'air de prendre de plus en plus d'ampleur, qui permet de gérer, stocker et faire circuler l'information à propos des élèves sur des tas de domaines. Et moi, les témoignages que j'ai de la part des collègues, c'est que finalement, ce travail d'activité du conseiller aujourd'hui du PsyEN, il est de plus en plus lié à l'alimentation de cette application Pronote, et que donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de basculement donc général. Plutôt que le CIO intervient, entre guillemets, en établissement, donc avec une forme de politique, finalement, c'est chaque personnel qui s'adapte au travail de son établissement. Alors, les utilités fonctionnelles. Alors, la première, en fait, elle apparaît avec les nouvelles procédures d'orientation en 73, donc grosso modo le système que l'on connaît encore aujourd'hui. Et alors, la question du ministère, c'est qu'il a besoin d'avoir des informations sur les résultats de ces procédures. Et donc, il faut organiser des remontées de statistiques. Et alors là, le CIO est extrêmement pratique parce que, comme je l'ai dit, il est dans un district, il intervient sur un tout petit paquet d'établissements, et donc il est tout à fait en capacité de faire la récolte physique de ces statistiques, d'en faire l'incorporation pour le district, de les envoyer à l'inspecteur de l'orientation qui fait le même travail au niveau départemental, qui l'envoie au recteur, et ainsi de suite. Donc, cette remontée, elle est organisée à partir du travail des CIO. Je dois dire qu'en même temps que ce travail de collecte, on avait aussi une activité de contrôle et de surveillance d'une certaine manière, qui ne nous était pas demandée de manière explicite, mais que l'on a quand même réalisée. Et je pense quand même que si les procédures se sont finalement intégrées au fonctionnement, c'est aussi beaucoup parce que les conseillers et les CEO ont mis un œil, on va dire, sur le fonctionnement et sur la réalisation et le respect des règles. Bon. Alors, le problème quand même, c'est qu'à partir des années 2000, on organise, en fait, on installe des pompes à information entre les établissements et puis les rectorats directement. Et donc, finalement, cette remontée physique des statistiques n'est plus du tout utile. Tout passe directement par les circuits électroniques. Et donc, les CIO n'ont plus du tout de rôle, ou quasiment plus de rôle, si ce n'est quelquefois aller vérifier des choses, mais bon, c'est quand même extrêmement rare. Bon. Et donc, finalement, ce qu'on peut dire, c'est que l'existence de ces plateformes, finalement, imprime le fonctionnement aux établissements liés aux procédures. Elles sont complètement incorporées au fonctionnement même des établissements. Bien. Alors, une deuxième utilité fonctionnelle, alors, elle apparaît à peu près dans la même période, mais pour d'autres raisons. C'est qu'il y a eu une crise économique, en 73 à peu près, qui a déclenché du chômage, et notamment du chômage des jeunes, et surtout des jeunes non qualifiés, qui avaient donc beaucoup de mal à s'insérer. Et donc, il y a eu un certain nombre de réactions de l'État pour s'attaquer à cette question-là. Alors, dans un premier temps, on a eu des dispositifs qui ont été mis en place, le plan Barre, par exemple, si on se rappelle. Et donc là, le CIO est extrêmement utile puisque ce public, entre guillemets, n'est plus scolarisé. Donc, très pratique, il peut donc se rendre dans les CIO, il n'a plus besoin de retourner dans son établissement. Et donc, dans un premier temps, ça va être les CIO qui vont recevoir ce public pour l'orienter vers des formations professionnelles, des stages. Alors, grosso modo, une dizaine d'années après, c'est-à-dire en 82, l'arrivée de la gauche, on a un deuxième type de politique, en fait, sur cette question-là qui s'installe, qui est en fait l'idée qu'on met en place des organismes extérieurs au système scolaire.
à l'éducation nationale. Ça va être les PIO, les missions locales, qui vont donc être développées. Et pour les développer, on va quand même créer des postes gagés dans les différentes administrations, donc l'éducation nationale, le ministère du Travail et d'autres. Et donc ces postes vont être envoyés pour travailler avec ces organismes et les faire vivre et les développer, et ainsi de suite. Bon. Donc les CIO vont être dans ce dispositif. Je pense qu'à titre personnel, il y a beaucoup de collègues qui se sont impliqués dans cette affaire-là. Bon, il y a même des directeurs qui se sont retrouvés présidents de missions locales ou de PIO. Par contre, sur le plan de l'ensemble des personnels, je crois que là, il y a eu quand même une certaine frilosité, parce que quand on y regarde de plus près, on voit la plupart du temps que ce qui est envoyé justement dans ces organismes, ce sont des auxiliaires. C'est rarement les titulaires qui sont envoyés. Et puis, du côté syndical, les syndicats sont aussi extrêmement frileux, parce que ils vivent ça un peu comme on va dire, un détournement de l'activité réelle, n'est-ce pas, des conseillers d'orientation. Et puis pour eux, c'est éphémère. Bon, donc ça, c'est pas la peine de s'engager là-dedans. Alors, il va y avoir une troisième réaction dont je n'ai pas parlé, les MGI, MGUN, c'est-à-dire que le ministère de l'Éducation nationale va réagir en mettant en place des personnels qui vont s'occuper donc de l'insertion avant que les jeunes soient sortis du système scolaire, c'est-à-dire à faire de la prévention. Et donc là, on va avoir les mêmes réticences, on va dire, de la part des collègues de l'orientation. Alors aujourd'hui, bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que finalement, on a d'une certaine manière une troisième type de politique qui se développe. C'est au fond l'idée qu'il y a des tas d'organismes qui s'occupent d'insertion et que donc il s'agit de les mettre en réseau. Et, bon, et donc, par exemple, c'est le rôle du réseau focal. Bon, il y a beaucoup de directeurs qui se retrouvent impliqués d'ailleurs dans ces dispositifs. À titre administratif, les directeurs, pas les CIO, les directeurs en tant que personne. Et alors, cette question de l'insertion des jeunes, en fait, d'une question nationale est devenue une question européenne. Donc, il y a beaucoup d'argent qui vient de l'Europe. Donc, l'État et les régions développent des tas de choses sur cette question-là. Et ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les CIO, ils sont un tout petit élément dans tous ces dispositifs concernant l'insertion des jeunes. Alors, troisième utilité, j'en arrive donc aux utilités opportunistes, donc qui arrivent dans les années 90. Alors, deux remarques préalables. C'est que quand on regarde la nature des textes concernant l'orientation des textes administratifs d'État, jusqu'en 80, et en 80, c'est la dernière circulaire qui apparaît explicitement sur les CIO, tous les textes portent sur les centres. C'est-à-dire on attribue au centre les responsabilités, l'utilité. À partir donc, ou après les années 80, tous les textes qui apparaissent, ce sont des textes qui concernent l'activité des personnels. On définit l'activité des personnels et non plus l'activité de l'organisme. Deuxième remarque, c'est qu'on a aussi un changement de régime de fonctionnement de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'on est passé à un régime de régionalisation et de déconcentration. Et de déconcentration des services, ce qui fait que finalement, on développe autonomie, projet, politique locale à tous les étages, et que donc, d'une certaine manière, bon, les sociologues peuvent parler de fragmentation de l'éducation nationale. Il y a une dispersion d'une politique qui se voudrait une politique unique à finalement des politiques d'adaptation locale. Alors, donc au début des années 90, le ministère
demande à la DEP, la Direction d'évaluation de la prospective, de réaliser une enquête sur les services d'orientation. Alors, il se trouve que j'ai participé au groupe de travail qui a mis en place cette enquête. Et alors, au début, on a reçu quelqu'un du ministère, je ne sais plus qui d'ailleurs, qui a présenté les préoccupations du ministériel concernant les services. Et alors, il y en avait 3, donc c'est pas inintéressant d'y réfléchir maintenant. Alors, on avait une première qui était la question que je viens d'évoquer, c'est-à-dire est-ce que les services sont prêts à réguler la question de l'insertion, puisque finalement elle se trouve de plus en plus régionalisée, donc on a plus cette politique nationale, et donc est-ce que les services sont prêts à s'engager pour essayer un peu de réguler tout ça. Bon, alors je passe, j'ai parlé de la frilosité tout à l'heure, je ne vais pas plus loin. Une deuxième préoccupation, c'est la question de l'articulation avec le supérieur. Alors, on a l'effet donc du slogan des 80%, qui n'est plus un slogan, c'est-à-dire ça a des effets réels d'augmentation en masse des lycéens et donc de l'accès au supérieur et donc de comment on fait pour organiser ce flux. Donc ça, c'est une préoccupation ministérielle importante. Alors, du côté des services, on peut dire quand même ça fait longtemps qu'effectivement, ils ont suivi la montée des flux et donc les conseillers se sont largement impliqués dans cette activité de conseil auprès des lycéens et notamment des terminales. D'autant plus qu'à l'époque, les professeurs principaux sont quand même pas très très chauds pour s'impliquer là-dedans, parce que bon, ça demande quand même beaucoup de travail et un temps qui est quand même vécu comme un temps personnel, puisque c'est pas les cours, donc c'est du en plus. Bon. Alors, quand on regarde aujourd'hui, quand même, euh, on peut dire que dans le temps, on a mis en place en fait des systèmes là aussi informatiques concernant l'affectation dans le supérieur. Donc aujourd'hui, c'est Parcoursup, mais il ne fait pas que gérer, entre guillemets, des dossiers ou de faire circuler des demandes. Il incorpore aussi des tas d'autres outils concernant l'information sur les établissements, les formations, les métiers, des tas de choses. Bon. Et donc, finalement, cette application, elle prend de plus en plus ce rôle, entre guillemets, d'accompagnement des élèves, même si le ministère demande quand même un accompagnement des élèves sur ce travail avec Parcoursup. Mais quand on regarde les textes donc, du ministère sur cette question-là, en fait, il cible essentiellement l'établissement et surtout les professeurs principaux. Les CIO n'apparaissent quasiment plus et vraiment très très peu les psy-EN dans cette activité. Alors je ne dis pas qu'ils ne le font pas, les collègues, mais je parle du côté du ministère, du discours qui est formulé. Bon. Et troisième préoccupation du ministère, aussi à cette époque, c'est la question du conseil technique pour l'éducation à l'orientation. Alors, on est au moment où effectivement cette politique se développe et essaye d'être développée par le ministère. Bon, le ministère voit bien que là, il y a quand même un problème. Les chefs d'établissement ne sont pas prêts, n'ont pas la capacité, entre guillemets, à organiser ça, et donc ils ont besoin d'un conseil technique. Donc, est-ce que les CIO, est-ce que les personnels sont prêts? Bon. Alors, là, ce qu'on peut dire quand même, globalement, à mon avis, c'est qu'il y a une forme quand même là aussi de résistance par des collègues qui sont quand même assez suspicieux vis-à-vis de l'éducation et de l'orientation. Alors, il y a des tas d'arguments
qui sont développés. Non, mais derrière, il y a quand même l'idée qu'il y a un risque finalement de disparaître, entre guillemets. C'est-à-dire que finalement, c'est le fonctionnement de l'établissement et les enseignants qui vont incorporer ce travail. Et puis, on ne va pas devenir quand même des profs d'orientation. Hein. Donc ça, c'est pas question. Bon. Mais il y a aussi un autre problème, c'est que à l'époque, le chef d'établissement, c'est un chef. Et en France, le chef, c'est celui qui sait. C'est comme ça qu'il est défini, c'est parce qu'il sait qu'il est le chef. Bon. Et donc finalement, si on lui demande de demander des conseils, c'est finalement une manière d'afficher sa faiblesse. Bon. Donc c'est vraiment pas du tout dans la teneur du temps. Et donc finalement, réticence des personnels, pas de demande du côté des chefs d'établissement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une idée de conseil technique qui se soit vraiment largement développée. Ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui sur ce domaine-là, c'est que là, on a une évolution quand même du rôle du chef d'établissement qui est de plus en plus vers la notion de leadership. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui va se développer. Bon. Alors, deuxième utilité opportuniste, alors ça, elle est liée en fait au début des années 2000. Il y a toute une série d'études européennes qui sont faites sur les services d'orientation. Et alors, ce qui en ressort, c'est que quand même en France, il y a des caractéristiques importantes, c'est que finalement, on a une multitude d'organismes qui s'occupent d'orientation, liés à un découpage aussi des publics intéressés par l'orientation. Et donc, comme on dit dans les rapports, il y a une forme d'illisibilité de ces services. Alors, réaction donc, de l'État, on essaye de coordonner, on va dire, hein, coordonner cette dispersion. Alors, il va y avoir des tas de tentatives, et notamment donc le SPO, Service public d'orientation, puis qui devient le SPRO, c'est qu'on passe le truc à la région en termes de responsabilité. Alors, dans ce travail-là que je ne vais pas décrire, hein, les directeurs de CIO sont largement impliqués hein, dans cette affaire-là. Ils vont participer à des tas de réunions hors de l'éducation nationale avec les préfets et autres. Bon. Du côté du personnel, on peut dire que là aussi, on assiste à nouveau une forme de résistance. Bon, là aussi, c'est pas notre boulot, hein, c'est pas au centre de notre travail. Bon, et puis, on risque de disparaître là-dedans. Bon, d'autant plus que en 2003, il y a eu une tentative effectivement de transférer les services d'orientation aux régions. Donc là, il y a vraiment une extrême prudence, voire une résistance, et quelque chose qui, je pense, a marqué et marque encore les esprits dans le rapport à l'État, on va dire. Troisième type d'utilité opportuniste, alors ça c'est quelque chose qui est lié au fait qu'il y a de plus en plus de politiques publiques qui se créent autour de publics particuliers. On identifie de plus en plus des publics qui auraient besoin d'un traitement, entre guillemets, particulier. Donc, les allophones, les décrocheurs, ceux qui reviennent les retours, comme on dit, le handicap, enfin, il y en a toute une série. Et alors, comme la plupart du temps, ce public est en fait un public qui est considéré comme étant justement hors éducation nationale et qu'il s'agit donc d'arriver à placer dans le dispositif éducation nationale, pour dire vite. Le CIO étant un organisme extérieur aux établissements, là aussi, on trouve qu'il est extrêmement pratique. Donc, il est la plupart du temps, effectivement, le support de ces différents dispositifs qui sont mis en place. Donc, les directeurs sont très impliqués sur
administrativement pour les faire fonctionner. Et puis, les conseillers d'orientation psychologues devenus maintenant PsyEN, ils ont cette caractéristique aussi d'être en capacité, avec leur outil, de faire ce classement, cette caractérisation des personnes. Ils sont donc en capacité de faire l'évaluation de ces personnes. Donc là, il y a un développement très important de support que l'on va attribuer au CIO. Alors, bilan et constat. Alors, ce qu'on peut dire quand même, ce que vous avez senti, je pense, au fur et à mesure, c'est que finalement, bon, les utilités publiques, elles ont quasiment disparu. Les utilités fonctionnelles, bon, aussi. Et bon, finalement, il va rester la notion essentiellement de support. Et entre-temps, on a quand même une dégradation très importante concernant les services, parce que, bon, alors, la ligne budgétaire des CIO, qui était une ligne nationale, je n'en ai pas parlé, mais elle a été globalisée, elle se retrouve maintenant au niveau du recteur, donc tout ça s'est mélangé. Et donc, tout dépend des liens entre CIO et recteur. Bon. On a eu quand même de nombreuses tentatives de suppression des CIO, des personnels, donc dans l'affaire, la quasi-totalité des CIO départementaux, je n'en ai pas parlé non plus, ont disparu, et donc on se retrouve par rapport aux années 80 à peu près à la moitié en fait des services qui restent. Et dans l'affaire, on a aussi perdu à peu près 1000 postes. Alors ça, entre guillemets, c'est du matériel, mais sur le plan, on va dire, idéologique, pensée, administrative, ce que je disais en début, c'est que finalement, le CIO disparaît quasiment de tous les textes administratifs et des rapports. Il n'est plus dans la préoccupation, dans la mentalité, en quelque sorte, dans la pensée des acteurs politiques et administratifs. Et alors, donc, je disais, donc, le CIO reste un support. Alors, il est très pratique parce qu'il permet de nommer des personnes, ça c'est un aspect. Et puis, donc, il y a des dispositifs extérieurs aux établissements qui peuvent donc être supportés par la matérialité de cet organisme. Alors, je terminerai par quelques remarques générales sur l'évolution des contextes de l'orientation. Alors, une donnée quand même que l'on peut avoir, c'est que d'une certaine manière, le champ de l'orientation s'est vraiment élargi au point que maintenant on parle de l'orientation tout au long de la vie. Donc c'est une préoccupation générale pour tous les acteurs et tous les moments de la vie. Bon, et alors que cette préoccupation devient générale, ce que l'on constate quand même sur le rôle de l'État, c'est que, moi en tout cas, ce que je perçois, c'est qu'on a une forme de retrait de l'État, un pilotage de l'aide à l'orientation, et que, à l'inverse, on voit le développement d'activités dans le domaine, dans la société civile, alors que ce soit les marchands, que ce soit les associations, on va dire, caritatives, que ce soit les organisations territoriales, c'est-à-dire les régions, mais aussi les départements travaillent là-dedans. Bon. Et puis le patronat aussi est très intéressé par la chose. Donc, on a comme ça un effet de basculement. Et alors, on parle, moi je trouve pudiquement de l'écosystème de l'orientation. C'est un terme que je vois fleurir maintenant dans les textes. Bon, moi je parlerais plutôt d'exosystème, hein, comme l'exosquelette. C'est finalement, alors que ça se vide, on va dire à l'intérieur, on a une carapace qui est en train de s'organiser à l'extérieur concernant l'aide à l'orientation. Alors, tout ça, c'est dans l'idée qu'on est dans un développement, entre guillemets, normal économique. D'ailleurs, on continue à produire, à travailler. Là, on a une question politique importante qui va se poser autour de la gestion de la crise climatique et écologique.
Bon, il a grosso modo, je caricature, mais il y a un peu deux modèles qui s'affrontent ou qui vont s'affronter. Il y a le modèle de la transition écologique. Au fond, on continue, mais on réduit, hein, pour dire les choses simplement, non? Euh, Concernant l'orientation, ben, finalement, c'est toujours considéré comme une tâche individuelle, une question individuelle. Et donc là, ben, il s'agit de mieux informer. En faisant cette meilleure information, eh bien, les gens vont mieux et heureusement décider. Et l'effet de leur décision sera bien sûr heureuse pour l'écologie. Bon, donc on a là une nouvelle forme d'un adéquationnisme qui se met en place. Bon, c'est pas que ça ait un effet réel sur le climat et l'écologie. Bon. Alors l'autre politique est complètement, on va dire, à l'inverse, est de redirection écologique. Alors là, ça suppose une réorganisation forte avec des contraintes sociales et contraintes politiques. Et là, à ce moment-là, je pense que la question de l'orientation ne devient plus seulement une question individuelle, mais une question collective, donc avec un autre type de travail auprès des personnes qu'il faudrait développer. Et là, on peut quand même aussi s'interroger si les personnels tels qu'ils sont définis actuellement, psychologues de l'éducation nationale, sont en capacité de faire ce type de travail et seraient prêts même à faire ce type de travail. Voilà. Donc, pour terminer, je dois dire que je suis quand même, comme vous l'avez sans doute ressenti, un peu pessimiste sur l'avenir des CIO, pas forcément sur l'avenir des personnels, hein, j'insiste toujours sur cette distinction. Et alors, bon, pour terminer quand même, euh, j'ai trouvé cette image dans un des forums justement de personnel de l'orientation, et ça me semble être un bon support concernant nos interrogations et avec des interprétations très très diverses. Voilà. Alors, je vous ai mis quelques indications concernant mes publications personnelles à la fin du PowerPoint. Et donc, merci pour votre attention.